Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Jeudi 11 avril sera la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Pour mieux comprendre cette maladie, je reçois le Dr Roux Alexandra, neurologue, qui intervient pour la 3e fois sur le plateau de Radio JM. Bonjour Dr Roux. Bonjour. Merci encore de participer à cette émission. Vous étiez venu pour la journée mondiale de l'épilepsie le 13 février dernier, ainsi que pour la Semaine nationale du cerveau du 11 au 17 mars avec Clémence Mazza, qui abordait le point sommeil pour la Journée mondiale du sommeil le 15 mars. Chères auditrices et auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio JM. Alors pour commencer, Dr Roux, qu'est-ce que la maladie de Parkinson ? Comment se définit-elle ? Alors, la maladie de Parkinson est une maladie du système nerveux central. Elle est en fait une maladie neurodégénérative au même titre que la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire liée à la perte progressive d'une population de neurones. Ici, donc les neurones à dopamine qui se trouvent dans des régions très spécifiques, notamment la région qu'on appelle la région des noyaux gris centraux et également dans la substance noire qui se trouve dans le tronc cérébral. On parle alors de maladie de Parkinson idiopathique s'il y a une neurodégénérescence de cette population de neurones, ainsi qu'un tableau clinique bien défini dont on va parler. Du coup, comment se manifeste la maladie de Parkinson ? Quels sont les signes cliniques ? Donc très globalement, c'est une maladie qui affecte le mouvement. Ensuite, il y a 3 signes cliniques clés qu'on appelle la triade parkinsonienne. Donc le premier, c'est le tremblement. Le tremblement de la maladie de Parkinson est assez spécifique, c'est un tremblement de repos, c'est-à-dire qu'il survient quand la personne ne fait rien, mais dès qu'elle va utiliser sa main, le tremblement va nettement s'atténuer. C'est un tremblement qui souvent est unilatéral au début de la maladie. Le deuxième élément de la triade, c'est la rigidité. Donc ce sont des raideurs, une hyperrésistance au niveau des muscles qui sont souvent asymétriques et qui également prédominent du côté qui tremble le plus. Et le troisième élément, c'est la bradykinésie. Donc par bradykinésie, on entend un ralentissement global des mouvements, donc qui peut se traduire pour les mouvements fins, les mouvements du quotidien, mais également pour la marche, et qui va être responsable aussi d'une modification de l'écriture chez ces patients. Alors à quoi est due cette maladie ? Est-ce qu'il existe des facteurs de risque ? Alors la cause de la dégénérescence de ces neurones, ce qui entraîne leur mort progressive, n'est pas réellement connue à l'heure actuelle, ou en tout cas ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas une seule cause qui va en être responsable. On incrimine souvent des facteurs environnementaux. Ceux qui vont être connus, c'est par exemple l'exposition à des pesticides ou à des métaux lourds, mais ce n'est pas une obligation pour développer une maladie de Parkinson d'avoir été exposé à ces facteurs de risque. Petite parenthèse pour les cas génétiques. Et donc, il y a des formes de maladies de Parkinson qui sont d'origine génétique avec une tendance déterminée génétiquement à développer la maladie. C'est évidemment beaucoup plus rare, ça va toucher des patients plus jeunes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une cause responsable de la maladie de Parkinson, mais que c'est très probablement une intrication de facteurs de risque à la fois intrinsèques génétiques et à la fois environnementaux. Quel est l'âge moyen de survenue de la maladie de Parkinson ? Alors, la maladie de Parkinson apparaît en moyenne chez des patients de 60 ans, ce qui en fait finalement une personne ne touchant pas spécifiquement des gens très âgés. Elle peut survenir aussi fréquemment entre 50 et 60 ans. Avant 60 ans, elle peut également survenir, mais c'est beaucoup plus rare et ce sera donc essentiellement les formes génétiques qui ont tendance à se déclarer plus tôt. Alors, quel est le pourcentage de personnes atteintes de cette maladie en France ? Alors en France, on estime qu'environ 2% des personnes de plus de 65 ans sont atteintes d'une maladie de Parkinson, ce qui va équivaloir environ à 200 000 personnes. Après, comme on le disait, il y a aussi des gens plus jeunes qui sont touchés. Je pense qu'on est bientôt plutôt proche des 300 000 personnes en France. Et donc sur quoi repose le diagnostic de la maladie de Parkinson ? Alors,
Le diagnostic de la maladie de Parkinson, initialement, il est strictement clinique. En théorie, il n'y a pas besoin de faire d'examen paraclinique pour l'avérer. Donc clinique, c'est-à-dire qu'il faut mettre en évidence les éléments de la triade diagnostique que l'on a évoqué tout à l'heure. Donc soit le tremblement, soit la rigidité, soit la bradykinésie. Ils ne sont pas toujours présents tous les trois, ce qui veut dire que même si on ne tremble pas, on peut avoir une maladie de Parkinson. Il n'y a pas que le tremblement qui fait la maladie de Parkinson. Les autres éléments du diagnostic, ce sera une bonne réponse au traitement, donc une amélioration des symptômes sous traitement, et éliminer ensuite des éléments cliniques qui ne sont pas censés être présents au début de la maladie, comme des pertes de mémoire, des chutes, des vertiges. Sinon, il existe des examens paracliniques que l'on peut faire, donc théoriquement en deuxième intention si l'on a des doutes. Il s'agit du DAT scan ou de la scintigraphie ou de la 18 fluorodopa. Donc ces examens permettent de marquer les neurones à dopamine et ensuite en récupérant les images, on peut se rendre compte de si la quantité de ces neurones est diminuée ou pas par rapport à un sujet sain. Petite parenthèse, l'IRM et le scanner n'ont pas vraiment de place parce qu'en fait, la maladie de Parkinson n'a pas de signe sur l'IRM ou le scanner. Ce sera utile pour éliminer des diagnostics différentiels uniquement. Et donc, quelle est la prise en charge de cette maladie ? Sur le plan médicamenteux, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les traitements qu'on a sont uniquement symptomatiques. Ils sont là pour diminuer les symptômes et leur intensité, mais qu'en aucune façon, ils ne diminuent la perte des neurones. Donc, on n'a pas de traitement actuellement curatif pour la maladie de Parkinson. Ces traitements ont pour but d'augmenter la quantité de dopamine dans le cerveau, étant donné que les neurones à dopamine diminuent. Il y a principalement deux familles, la famille des agonistes dopaminergiques et la famille de la dopamine tout simplement. Donc les agonistes jouent sur les synapses dopaminergiques pour les rendre plus sensibles à la dopamine, et la dopamine, c'est amener directement de la dopamine au patient. À noter qu'il y a également des traitements que l'on dit de deuxième ligne pour des formes qui vont être un petit peu plus évoluées. Là, l'enjeu, ce sera d'apporter une stimulation dopaminergique dite continue avec par exemple des pompes, un petit peu comme dans le diabète, des pompes sous-cutanées qui vont libérer un agoniste dopaminergique en continu sur la journée, et également des techniques de stimulation cérébrale profonde avec donc mise en place d'électrodes dans le cerveau, dans les régions touchées pour stimuler et pour limiter les symptômes. Alors, les médicaments utilisés pour traiter la maladie de Parkinson ont des effets secondaires. Quels sont les principaux effets indésirables et comment peuvent-ils être atténués ? Alors, il y a des effets indésirables qui sont, on va dire, classiques à beaucoup de médicaments, les nausées, les vertiges, parfois un petit peu de confusion. C'est quand même souvent des personnes qui restent âgées et fragiles. Pour les éviter, ce qu'il faut, c'est toujours augmenter progressivement la dose de ces médicaments, jamais commencer à des fortes doses. On peut utiliser certains antinauséeux. Assez spécifiquement, il peut y avoir des risques d'hypotension orthostatique, c'est-à-dire des chutes de tension lorsque le patient se lève. Pour cela, il faut bien expliquer au patient qu'il faut se lever doucement, bien boire, mettre des bas de contention. Un petit peu plus spécifiquement également, donc il y a ce qu'on appelle le risque de dyskinésie, c'est-à-dire qu'on apporte de la dopamine chez un patient chez qui il en manque, dans un système nerveux central où le système de régulation du mouvement est altéré. Donc en fait, c'est des patients qui, au moment de la prise de dopamine, peuvent avoir des mouvements anormaux qui ne sont pas leur tremblement, mais des mouvements désordonnés des bras, des jambes ou de la tête, en pleine conscience, et qui sont régressifs avec, on va dire, la dissipation du médicament dans l'organisme. Pour les éviter, alors c'est éviter de donner des trop grosses doses ou les fractionner au cours de la journée pour que les doses soient plus petites. Et ensuite, un effet indésirable très spécifique mais qu'il faut connaître de la famille des agonistes dopaminergiques, ce sont les troubles du contrôle des impulsions. La dopamine étant impliquée dans le circuit de la récompense, on peut estimer que c'est une espèce de dérégulation de ce circuit, et les patients présentent alors ces troubles du contrôle des impulsions, c'est-à-dire qu'ils vont développer des addictions. Alors ça peut être variable, des addictions à la nourriture, des addictions à certaines activités, mais ça peut être également très embêtant si c'est des addictions, par exemple, au jeu d'argent, chez des personnes qui dans le passé n'avaient jamais eu aucun souci de ce genre. Donc un effet indésirable à connaître, car étonnant et qui peut quand même avoir des conséquences graves. Est-ce qu'il existe des thérapies complémentaires ou des approches alternatives qui pourraient être bénéfiques
en plus des traitements conventionnels? Alors oui, c'est très important, comme dans toutes les maladies neurodégénératives, finalement, chez lesquelles on n'a pas de traitement curatif efficace, d'organiser une prise en charge très pluridisciplinaire. Ce qui est très important, c'est dès le début de la maladie, motiver les patients à réaliser des séances de kinésithérapie pour garder une bonne force motrice, un bon équilibre, éviter les chutes. Ce qui peut se greffer ensuite, c'est une prise en charge orthophonique assez précoce. C'est des patients qui, avec la diminution du mouvement, ont tendance à avoir la voix un petit peu moins audible. On appelle ça une dysarthrie hypophonique. On a l'impression qu'ils chuchotent ou on entend moins bien leur voix. Et ensuite, également les techniques qu'on appelle d'activité physique adaptée. Donc c'est des séances vraiment de sport plus que de kiné, mais adaptées à la pathologie du patient, à ce qu'il peut faire avec des coachs qui sont formés dans ce domaine-là. Et ensuite, ça va être organisé le suivi à la maison, le passage d'infirmières, aider également les aidants chez qui ça peut être un petit peu lourd à gérer d'avoir une personne atteinte d'une maladie de Parkinson à la maison. Alors, comment évolue cette maladie ? Alors, comme je le disais, c'est une perte neuronale qui est continue. On n'a pas de médicaments pour la ralentir. C'est une évolution qui reste variable selon les personnes, qui se fait sur plusieurs années. Donc une évolution quand même relativement lente. Dans l'évolution, on a plusieurs stades. On a vraiment la phase de début où les symptômes sont modérés, où le patient va prendre les médicaments et les symptômes vont bien s'atténuer. Pas disparaître complètement, mais s'atténuer. C'est ce qu'on appelle également la phase de lune de miel, parce qu'en fait, tout va bien. C'est le début et tout se passe très bien. Ensuite apparaît la phase des fluctuations, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de neurones à dopamine fonctionnels. Donc le patient fluctue entre des phases où il est vraiment très raide, très bloqué, en manque de dopamine, et des phases où en apportant les médicaments, forcément, il se surdose un petit peu et on a ce dont je parlais tout à l'heure, donc les dyskinésies, donc c'est des fluctuations, donc un patient qui passe de phases bloquées à des phases hyper kinétiques en un laps de temps très court. Et ensuite, au bout de plusieurs années d'évolution, peuvent apparaître d'autres complications comme les chutes, des hypotensions orthostatiques, des troubles de déglutition ou un déclin cognitif, mais qui apparaissent vraiment après plusieurs années d'évolution de la maladie. Donc on peut mourir de la maladie de Parkinson ? Alors stricto sensu, c'est pas la maladie de Parkinson qui va mettre en jeu le pronostic vital, mais c'est s'imaginer que une personne âgée qui va tomber, qui va faire des fausses routes, risque de décéder des complications du fait de ne plus pouvoir marcher, du fait de faire des fausses routes et donc probablement des infections respiratoires. Est-ce qu'il y a des recherches en cours sur de nouveaux traitements ou des approches innovantes pour la maladie de Parkinson ? Alors oui, il y a beaucoup de recherches sur globalement toutes les maladies neurodégénératives comme Alzheimer. L'enjeu, ce serait vraiment de déterminer qu'est-ce qui cause la perte de ces neurones à la base, parce que peut-être que ça aiderait à développer des traitements qui cibleraient ce facteur de risque. L'enjeu reste de ralentir la dégénérescence des neurones et donc de trouver en fait un traitement curatif. On a beaucoup de recherches et pas mal de petites avancées sur les traitements symptomatiques, mais finalement toujours rien de curatif. Les pistes actuellement, ce sera par exemple la thérapie génique ou l'immunothérapie. Donc actuellement, c'est des anticorps développés qui cibleraient une protéine qui s'appelle l'alpha-synucléine au niveau du cerveau, qui est une protéine qui s'accumule de façon anormale chez les patients qui présentent une maladie de Parkinson et qui serait la cause de la dégénérescence des neurones à dopamine. Donc tous ces essais sont au stade de recherche, donc il y a des essais cliniques en cours. Pour l'instant, on attend les résultats, mais il y a beaucoup de recherches. Merci beaucoup, Dr Roux. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebeccaatias@radiojm.fr. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.